Ark est un gamer qui n'a pas de vie. Le mangaka n'a même pas pris la peine de consacrer un seul chapitre à sa vie passée. Il s'est retrouvé en squelette dans le jeu auquel il jouait. Il a examiné son large éventail de compétences avant de voir son visage dans une rivière, pour découvrir qu'il était un squelette comme le personnage qu'il avait créé. Après s'être remis du choc, il s'est rendu dans la ville la plus proche et a réalisé qu'il pouvait avoir faim même en tant que squelette. Alors, il s'est inscrit à la guilde des mercenaires pour obtenir une licence et gagner de l'argent et a commencé sa vie ordinaire. Un jour, en revenant après avoir chassé 2 sangliers et un orque, il tombe sur un groupe de bandits qui attaquent la caravane d'une jeune noble. Les bandits ont tué tous ses gardes et essaient maintenant de l'agresser, mais ils se téléportent derrière leur chef et d'un seul coup d'épée en tuent 3. Les autres bandits, effrayés, s'enfuient, mais il utilise une attaque à longue portée. Malgré son grand pouvoir, Ark ne veut pas révéler sa vraie nature au monde, car cela pourrait le mettre en danger. Alors il décide de se faire discret et accepte sa première mission, servir de garde à une fille pendant qu'elle cueille des herbes médicinales. La fille est d'abord impressionnée par son garde, mais se sent vite à l'aise et le mène dans la forêt, tout en lui apprenant les plantes médicinales. Ark remarque un petit renard à 9 queues blessé dans les buissons, assez agressif au début, mais quand notre héros l'attrape et soigne sa blessure avec de la magie, elle décide de devenir son animal de compagnie, qu'il nomme Ponta. Ils atteignent enfin la partie la plus profonde de la forêt, et depuis une falaise, ils aperçoivent un unique cerisier blanc en pleine floraison. La fille veut cueillir ses fleurs, mais alors qu'elle descend avec excitation et court vers l'arbre, Ark et Ponta remarquent un monstre, un basilic à 6 pattes, qui trouve une proie sans défense devant lui. Ark utilise quand même sa compétence de téléportation à courte portée, Dimension Walk, pour la sauver. Todzilla utilise un souffle empoisonné, et Ark se téléporte à nouveau. En réfléchissant à la portée des attaques du monstre, il décide qu'il vaut mieux l'affronter en combat rapproché. Il bloque les attaques de griffes de Todzilla, mais celui-ci passe ensuite à l'utilisation de sa longue langue. Ark esquive toutes ces attaques, alors Todzilla s'impatiente, charge son attaque ultime et lance une vague pétrifiante. Alors que tous les êtres vivants dans la portée de l'attaque se transforment en pierre, Ark utilise son bouclier sacré, qui peut annuler tout effet d'état, pour se sauver ainsi que la fille. Mais maintenant que Todzilla est encore plus furieux et utilise plus de bras pour le combattre, le chevalier est repoussé. Ark utilise une compétence de haut niveau appelée Jugement pour terminer le combat rapidement, et crée un cercle magique sous le basilic. Puis il invoque une épée de foudre géante depuis le cercle magique, achevant Todzilla en un seul coup. La fille est impressionnée et croit que le chevalier est un héros qu'on va célébrer. Mais comme Ark veut rester discret, il lui demande de garder le secret. Il remarque aussi un anneau rouge et noir sur une patte de Todzilla, qui se brise quelques secondes après sa mort. En retournant au village, Ark aperçoit un énorme sanglier et offre à la ville de la bonne viande pour ce soir. Il chasse, ramène le sanglier au village et leur dit de donner sa peau à la fille, et la viande est pour tout le monde. Cela suffit à faire de lui un héros local, mais alors qu'il s'apprête à quitter le village, la petite sœur de la fille le récompense avec une couronne de fleurs. Quand Ark retourne dans sa chambre à l'auberge et regarde sa récompense, il réalise qu'il y a plus dans la vie que de protéger son propre secret. À partir de demain, il travaillera plus dur pour les gens qui ont besoin de son aide. Ark accepte la quête de chasse aux bandits après cette première mission qui change sa vie, et poursuit un groupe de voleurs et de ravisseurs dans leur cachette. Après les avoir neutralisés, il prétend aussi avoir trouvé leur trésor caché. Il y a 2 cages ouvertes avec des gamelles devant, ce qui le déroute, mais il décide de ne pas trop s'occuper de ce qui ne le regarde pas. En sortant de la grotte avec son or, une fille encapuchonnée lui tend une embuscade. Il se demande si l'attaquante est une autre bandite, mais son maniement de l'épée est excellent, et elle est presque aussi rapide que lui. Dans l'escarmouche, Ark remarque ses oreilles pointues et se souvient que c'est la fille elfe qu'il a vue au marché en se baladant en ville l'autre jour. La fille Ariane est une guerrière elfe qui fait de son mieux pour protéger son peuple et sauver les enfants elfes que des humains avides ont kidnappés, et elle prend Ark pour l'un d'eux. Elle l'insulte, et alors qu'il essaie de s'expliquer, elle ne l'écoute même pas, mais dès qu'elle voit Ponta, elle baisse sa garde et lui demande pourquoi il y a une créature spirituelle avec un bandit.
La fille elfe lui dit que le chiot avec lui était l'une des créatures spirituelles connues pour être très prudente et ne jamais aimer les gens méchants. Donc si le chiot était si proche de lui, cela signifiait qu'il était une personne honnête, et Ariane s'est excusée auprès de lui. Elle lui raconte comment certains bandits kidnappent des elfes pour les vendre comme esclaves, et Ark comprend à quoi servaient les cages dans la grotte. Elle veut vérifier la grotte, et il lui dit qu'elle n'y trouvera rien. Il propose de l'aider dans sa quête, mais elle lui dit de ne pas se mêler de leurs affaires et part sans échanger leur nom. Cependant, le gamer qui est en Ark n'a pas l'intention d'abandonner, car il sait que c'est un événement où il va aider une belle fille et la recruter dans son équipe. Le lendemain, il utilise un saut dimensionnel pour se téléporter dans la forêt dense où les elfes étaient censés vivre, et là, il entend des voix humaines. Un groupe de bandits kidnappait des enfants elfes, et leur chef était un gamin gâté nommé Yudolan. Ils avaient capturé 4 elfes, et quand l'un d'eux a fixé Yudolan, il l'a tourmentée, la faisant supplier avant de la poignarder. Ark en avait assez vu, et il était furieux que les bandits traitent les elfes comme moins que des humains. Mais avant qu'il puisse entrer pour sauver les enfants, Ariane surgit soudainement de nulle part sur les humains et en tue 2 d'un seul coup. Un bandit dit à Yudolan qu'elle est une elfe noire, et que s'il l'attrape, elle pourrait rapporter un bon prix. Alors, il ordonne à ses gars de la capturer. Alors qu'il s'approche d'elle avec un sourire inquiétant, elle les taille et les tranche sur son passage. Elle bat la plupart des bandits, mais soudain, Yudolan crie de ne pas bouger si elle veut que les enfants vivent. Voyant qu'il tenait les enfants en otage, Ariane ne put que l'insulter, mais elle était impuissante alors que les bandits essayaient de la toucher. C'est l'heure pour le héros d'apparaître, et Ark surgit soudain derrière Yudolan. Il le jette et le plaque contre un arbre. Ariane n'est plus sans défense, et tue le reste des bandits avec 2 fois plus de rage. Elle essaye de libérer les enfants, mais la porte est verrouillée, et alors qu'Ark propose de l'aider, elle reste arrogante, mais il dit que la sécurité des enfants est plus importante que le fait que ce soit un problème d'elfe, et il brise la serrure à main nue. Les enfants ont peur de lui et courent vers Ariane. Et alors qu'elle les réconforte, elle voit qu'on leur a fait porter des colliers mangeurs de mana pour les empêcher d'utiliser leur magie spirituelle. Ariane comprend que c'est pour ça que personne n'a pu s'échapper, mais elle ne peut pas briser le collier tout de suite. Ark utilise son sort anti-malédiction et enlève le collier de la fille blessée en la soignant même. Ariane est choquée, et elle réalise qu'aucun chevalier ordinaire ne pourrait avoir une gamme de compétences aussi large. Pendant qu'elle réfléchissait, Ark a libéré tous les enfants, et ils sont plutôt amicaux avec lui maintenant. La fille elfe invoque alors un oiseau appelé le murmure ennemi, qui sert de pigeon messager et d'enregistreur vocal, et envoie un message à propos des enfants sauvés, demandant à quelqu'un de venir les escorter jusqu'au village. Bientôt, 2 gardes elfes arrivent et emmènent les enfants en sécurité. Ark leur dit que s'ils ont un jour des ennuis, il les sauvera à nouveau. Ariane le traite de personne bizarre, mais dans le bon sens du terme. Elle dit qu'il était le premier humain correct qu'elle ait rencontré qui ne discriminait pas les elfes, et en plus, il pouvait utiliser autant de types de magie, y compris la légendaire magie de téléportation. Ils se présentent tous les 2 correctement, et la fille elfe le remercie de l'avoir aidé et d'avoir sauvé les enfants. Puis quelqu'un lui envoie l'oiseau messager, et pendant qu'il parle, Ark est stupéfait. Le message vient d'un autre elfe, qui dit à Ariane qu'il a trouvé l'emplacement des enfants kidnappés, et il l'appelle à le rejoindre en ville pour aider à l'opération de sauvetage. Elle réfléchit un moment, puis demande à Ark s'il pourrait l'engager comme mercenaire tout de suite. Elle dit qu'elle n'a jamais fait confiance à un non-elfe auparavant, mais qu'elle était prête à prendre le risque avec lui, et Ark accepte rapidement l'accord. Il utilise son sort de téléportation à longue portée, porte, pour se déplacer vers un rocher, et l'elfe pense que cette capacité sera très utile pour leur mission. De là, il marche jusqu'à la ville, attendant dans une ruelle sombre l'elfe nommé Danka qui les avait appelés. Danka est un gars sérieux, qui ne rigole pas, avec des yeux effrayants et une voix calme. Son regard froid fait peur à Ark, même quand Ariane les présente. Et il ne lui prête aucune attention, il se sent mis de côté, même quand ils vont dans un restaurant pour discuter de leur plan, où Ark apprend que les 2 elfes portent le même nom de famille, Maple, qui était le nom de leur ville dans la grande forêt du Canada. Ariane lui demande de manger, mais il refuse parce que s'il montrait son visage, il l'attaquerait avant même qu'il puisse s'expliquer.
mais Danka ne prend même pas la peine de parler à Ark. Il se concentre sur la nourriture, en jouant les critiques, et ce n'est que quand il voit Ponta qu'il fait un peu confiance au chevalier. Puis il dit qu'il a trouvé l'endroit où sont les enfants, et il compte agir de nuit. Comme ils doivent attendre jusque-là, Ark pense qu'il reviendra après avoir fini ses corvées. Il va encaisser ce qu'il a trouvé pendant le combat contre les bandits, et avant de rejoindre les elfes, il décide de manger. Il achète ses trucs préférés, et s'assoit dans une rue sale pour manger, ce qui est bien sûr moins sale que ta chambre. Le groupe arrive à l'endroit de nuit, mais ils n'ont pas remarqué qu'un ninja les suit de près. Ils trouvent des gardes à la porte, et Ariane demande à Ark de les téléporter aux fenêtres du premier étage. Il utilise marche dimensionnelle pour les y amener alors qu'il s'attendait à ce qu'il utilise portail, et Ariane dit qu'ils vont se faufiler par la fenêtre. Elle essaie de passer par l'espace étroit. Maintenant, elle souhaite devenir plate parce qu'elle est coincée. Alors qu'elle se faufile, Ark et Danka se téléportent à l'intérieur en utilisant marche dimensionnelle, et elle est assez gênée maintenant. Ils descendent en silence et ouvrent une pièce pour voir un tas de morts qui ont été assassinés récemment. Quelqu'un d'autre était dans le bâtiment, et pour se dépêcher, le groupe a décidé de se séparer et de chercher les elfes. Ark se déplace en marchant à travers les dimensions et d'entendre que le chevalier connaît les ninjas. Puis, elle aperçoit Ponta et s'excuse d'avoir attaqué quelqu'un qu'une créature spirituelle avait reconnu. Elle suppose qu'Ark est venu pour retrouver les elfes kidnappés et lui dit qu'ils étaient dans la cave. Elle lui donne une liasse de papier contenant des infos utiles. Elle était là pour autre chose, mais n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Alors elle est partie discrètement après avoir tué quelques bandits. Avant de partir, elle dit à Ark qu'il y avait aussi 2 elfes dans le manoir du seigneur, puis elle s'éloigne en sautant par-dessus les toits. Ark pense qu'avoir Ponta à ses côtés est la meilleure chose dans cet univers. Ensuite, il ouvre les documents et est choqué de lire qu'il s'agit de contrats pour acheter des elfes. Il les montre à ses compagnons, qui sont aussi surpris de les voir, et d'apprendre que le seigneur Diento, le chef de cette région, dirigeait le gang de kidnappeurs. Ark leur raconte ce qu'il a appris du ninja, mais cache son identité et s'en attribue le mérite, disant qu'il a interrogé quelqu'un. Le groupe réfléchit à s'introduire dans la cave quand les bandits les trouvent, et ils n'ont pas d'autre choix que de se battre pour sortir. Ariane utilise son coup spécial, la lame de feu, et réduit les bandits en charbon d'une seule attaque. Sur ce, ils se précipitent vers la cave, où des filles elfes effrayées tremblent en entendant les gros bruits sourds et les explosions dehors. Ark et ses camarades elfes entrent et il ouvre les portes de la prison en les tordant comme si elles étaient en argile. Puis il téléporte tout le monde vers un autre rocher. Ark enlève les colliers mangeurs de mana des filles et elles deviennent émues en le remerciant. Danka aussi lui fait enfin confiance et laisse le sauvetage des 2 elfes restants à lui et Ariane pendant qu'il ramène les enfants au village. Le manoir du seigneur est en vue et Ark utilise Dimension Move pour se téléporter avec Ariane. Elle lui demande d'aller au point le plus haut parce que le seigneur doit avoir sa chambre là-bas. Mais dès qu'ils atterrissent, ils tombent sur des gardes qui leur ordonnent de s'arrêter et de se rendre. Ark utilise le coup du wyvern et brise la cloche d'alarme dans la tour, créant assez de fumée et de bruit pour ruiner leur plan d'infiltration. Les gardes paniquent en essayant de trouver les intrus, mais Ark réussit à se cacher parmi les statues de chevaliers, et il ne le trouve pas. Son serviteur court chez le seigneur Diento, le père d'Udolan, qui s'apprête à passer un moment coquin avec les elfes, pour lui dire que 2 monstres ont envahi le manoir. C'est la dernière chose qu'il dit quand la porte derrière lui est défoncée par Ark et Ariane, qui font leur entrée dramatique. Udolan panique en les voyant et essaie de s'enfuir à 4 pattes, tandis que Diento tente d'affronter les intrus, mais Ariane lui donne un coup de pied pile au bon endroit, puis sauve les filles. Pendant ce temps, Ark plaque Udolan contre le mur, tellement terrifié qu'il s'évanouit, mais notre héros révèle une pièce cachée en cassant le mur. Il dit à Ariane de jeter un œil aussi. Elle raconte à Ark le traité de paix entre humains et elfes, et Diento l'a violé le premier, donc il méritait sa punition. Elle appelle même les 2 elfes à décharger leur rage sur le type. Alors que des soldats arrivent pour secourir leur seigneur, Ark demande à Ariane de les occuper pendant qu'il inspecte la pièce cachée. Elle utilise son épée de flamme, bat tous les soldats et dit aux elfes de fuir en sécurité. Elle va ensuite dans la pièce cachée et trouve Ark en train de ramasser des lingots d'or, et avant qu'elle puisse lui faire la leçon sur le vol, il a un plan pour la convaincre.
Il dit qu'il faut beaucoup d'argent pour bâtir une organisation, et si les humains essaient de relancer leur gang d'enlèvement, ils ne pourront pas le faire vite s'ils n'ont pas de fonds. Ariane le croit et le complimente même sur ses talents de planificateur. Soudain, des explosions secouent tout le manoir, et Ark et Ariane quittent vite avec l'argent, tandis que le bâtiment est détruit. Ni l'un ni l'autre n'a fait ça, et Ark pense que ça doit être la ninja fille bête. L'affaire avec Ariane est réglée, et elle lui propose de l'argent, mais trouve que c'est rien comparé au trésor qu'il vient de voler. Ark n'hésite pas à prendre $1 quand il a déjà 1 million. Puis, elle lui demande s'il n'a pas de plan, il peut venir avec elle au pays des elfes. Beaucoup de leurs gens souffrent encore aux mains des humains, et elle aurait bien besoin de son aide pour les sauver. Ark veut vraiment y aller et vivre une vie pleine de fantaisie, mais fait semblant d'hésiter, demandant si les elfes accepteront un étranger. Ariane répond qu'elle fera de son mieux pour qu'il obtienne la permission des anciens, mais Ark dit qu'il ne peut pas enlever son armure même s'ils en ont besoin pour vérifier. Elle lui demande ses raisons, et il monte la tension, disant qu'elle pourrait le voir comme un monstre s'il enlève le casque, et quand elle promet de ne rien penser, il lui révèle qu'il est un squelette. Ariane est choquée, et demande ce qui est arrivé à son visage, mais Ark ne peut pas lui dire qu'il est un personnage de jeu dans un autre monde, alors il dit juste qu'il s'est retrouvé comme ça un jour. Il raconte l'histoire de son personnage de jeu. Il était un chevalier sacré maudit et devait maintenant voyager pour trouver une solution à cette malédiction. Ariane est encore surprise, mais elle peut confirmer qu'Ark n'est pas un mort-vivant parce que son esprit aurait été perturbé et il ne pourrait pas utiliser la guérison ou la magie de lumière. Ponta ne serait pas non plus aussi proche de lui et la guerrière elfe dit qu'elle l'acceptera comme il est. Les elfes garderont son secret et l'ancien pourrait avoir des indices si son problème vient vraiment d'une malédiction. Ark accepte son offre, et ils se mettent d'accord pour voyager ensemble. Elle l'emmène à sa ville à travers des forêts denses, et Ark, surexcité, essaie d'utiliser la marche dimensionnelle et tombe d'une autre falaise près d'une rivière. Il se repose là le soir, et Ariane envoie un message vocal pour dire aux siens qu'elle revient avec un invité. Elle a encore faim, alors Ark part chasser un peu plus, et en revenant, il trouve la fille elfe d'habitude sérieuse en train de câliner Ponta, et il s'assure de la taquiner là-dessus. Après quelques jours, ils arrivent à la ville elfe, et en voyant la porte en fer géante, Ark ne peut que l'admirer. Ariane demande d'ouvrir la porte, et Ark est impressionné par l'élément fantastique de la lourde porte en fer qui se lève. Elle entre et lui dit d'attendre ici jusqu'à ce qu'elle obtienne la permission de l'ancien. Ark inspecte la haute clôture en bois autour de la ville et pense que, puisque les elfes vivent longtemps, elle doit être tout aussi ancienne. Ariane met trop de temps à obtenir la permission, et Ark joue avec Ponta, s'entraîne à l'épée, s'exerce et fait même une petite sieste avant qu'elle ne revienne. Heureusement, elle a obtenu la permission et l'appel, et le chevalier trouve que la ville elfe entière ressemble à un village agricole. Mais les maisons géantes en forme de cosse ont l'air d'avoir été faites par un designer. Au centre de la ville, il y avait un grand arbre, qui était la maison et le bureau de l'ancien du village. Ariane emmène Ark chez l'ancien d'Ilion et sa femme, Glénis, qui l'accueille chaleureusement et le remercie de prendre soin de leur fille. Ce n'est que maintenant qu'il apprend qu'Ariane était la fille de l'ancien, et elle ne lui en a jamais rien dit. Glénis dit qu'elle n'avait que 170 ans, alors qu'en réalité, elle avait plus de 240 ans, et cette habitude agace Ariane. Ark est choqué de confirmer que les elfes vivent vraiment longtemps parce qu'elle ne paraît pas plus de 30 ans. L'ancien remercie Ark d'avoir aidé les elfes, mais ensuite, il se tourne vers sa fille et lui demande pourquoi elle a attaqué la maison d'un noble alors que leur mission était seulement de récupérer les elfes kidnappés. Elle ne peut pas lui donner une bonne réponse, mais Ark intervient et explique les détails de ce qui s'est passé autour d'un thé. L'ancien d'Ilion dit qu'il va rapporter ça à la convention des anciens elfes demain et leur montrer aussi les contrats de vente d'esclaves elfes qu'Ark a trouvés. Maintenant que les affaires sont réglées, Glénis apporte de la nourriture et alors que tout le monde commence à manger, Ark est nerveux à l'idée de ce qu'il doit faire. Ariane lui dit de ne pas s'inquiéter et Dilion ajoute qu'il a tout entendu sur son état et que les 3 membres de sa famille garderont son secret. Ark est convaincu et il enlève enfin son casque, non sans hésitation, avant de manger avec quelqu'un d'autre pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain, il se réveille dans un lit confortable,
sans son armure, et Ponta utilise sa poitrine vide comme un excellent endroit pour se reposer. En sortant, Arc apprend des anciens que Dilion et Ariane sont déjà partis pour assister à la convention des anciens. Juste derrière leur maison se trouvait le cercle de transport vers la capitale elfe. C'était juste une souche en bois géante avec un cristal magique sur le côté, et il fallait plusieurs mages elfes pour téléporter quelqu'un. Dilion et Ariane arrivent dans la capitale, qui fourmille d'activités, et ils se dirigent droit vers le quartier général, où tous les autres anciens se sont rassemblés. Le chef élu de tous les anciens demande à Dilion ce qu'il a découvert sur les récents enlèvements, et il lui donne un rapport détaillé. Les anciens sont horrifiés en apprenant la vérité, et ils pensent que c'est une cause juste de faire la guerre aux humains comme il y a 600 ans. Mais aucun humain ne se souvient clairement de la guerre maintenant, car ce qui était une seule génération pour les elfes était une longue histoire pour eux. Après cette guerre, ils ont fait un pacte de ne pas se nuire, et maintenant les humains l'ont brisé. Mais prendre une décision à la hâte n'est pas une bonne idée. Un des anciens suggère d'envoyer une plainte au royaume des rongeurs, avec qui ils ont fait le pacte, mais l'ancien guerrier dit qu'ils n'ont pas besoin de s'expliquer à aucun humain. En plus, ils pourraient utiliser des astuces légales pour convoquer ceux qui sauvent les enfants kidnappés et les punir pour avoir attaqué la maison d'un noble. Le chef des anciens est aussi d'accord avec ça, et il ordonne que les opérations de sauvetage des elfes kidnappés continuent avec plus de prudence. Et ils garderont aussi un œil sur les activités des humains. Alors qu'Ariane et son père reviennent de la réunion, elle se sent mal à cause de ses actions imprudentes qui ont compliqué leur position, mais Dilion la rassure en disant qu'elle a fait ce qu'il fallait pour sauver leur peuple. Puis il commence à parler d'autre chose, et Ariane apprend que sa sœur aînée, obsédée par le combat, va bientôt se marier. Ariane est choquée d'entendre ça et ne peut même pas imaginer sa sœur avec un homme quand Evelyn, la sœur dont elle parlait, la plaque soudainement, commence à la câliner et ignore son père. Après avoir eu sa dose de câlin, Evelyn dit qu'elle est fière d'Ariane d'avoir sauvé tant d'elfes. Entendre ces mots ne la réconforte pas parce que sa sœur était l'une des meilleures guerrières des elfes, et Ariane souffrait d'un complexe d'infériorité en se comparant à un génie. Alors elle change de sujet et lui demande des nouvelles de son mariage. Et Evelyn demande à sa sœur si elle aime quelqu'un. Elle dit qu'il n'y a aucun homme dans sa vie, mais ensuite elle rougit en pensant à Arc, et sa sœur la taquine en disant que si quelqu'un veut l'épouser, il doit être plus fort qu'elle. Ariane lui demande de dire simplement qu'elle ne veut pas la voir se marier dans cette vie, et Evelyn rit bien. Il semble que l'homme qu'elle a en vue n'aura pas la tâche facile pour battre sa sœur, pendant qu'Arc fait un tour du village, où tout le monde se méfie de lui, et seules les filles qu'il a sauvées sont ses amies. Glénis lui demande de s'entraîner un peu avec elle. Ils se font face avec des épées d'entraînement, et Arc se demande si la femme au foyer va bien se débrouiller contre lui, mais elle dit qu'elle a enseigné le maniement de l'épée à Ariane. Aussi, elle était une elfe noire bénie avec des capacités physiques incroyables et ressentait le besoin de tester toute personne qu'ils estimaient forte, et elle voulait voir si le compagnon de sa fille était assez fort pour la protéger. Arc accepte ses raisons et l'entraînement commence, avec Glénis qui attaque la première. Elle submerge Arc avec ses attaques rapides de face, puis apparaît derrière lui pour le faire trébucher. Il tombe par terre et elle pointe sa lame vers lui, disant que ses mouvements étaient ceux d'un amateur et lui donnant des astuces et des conseils pour s'améliorer. Elle lui dit de se lever pour le round 2 et Arc est excité d'apprendre de vraies compétences de combat d'un expert. La femme au foyer joyeuse et inoffensive le bat 100 fois de la manière la plus humiliante, mais il se relève quand même et l'affronte. Enfin, il pense avoir trouvé une occasion de la surprendre en utilisant Dimension Walk, mais même s'il arrive derrière elle, elle est assez rapide pour le mettre à terre sans aucune difficulté. Mais même après être aussi compétente, elle n'est plus qu'une femme au foyer maintenant et commence à s'inquiéter de ce qu'elle va cuisiner pour le dîner en laissant Arc coucher dans la poussière, et Arc se dit que les hautes stats ne sont pas tout et que la vraie expérience de combat est la plus précieuse de toutes. Une fois rentré chez lui, il apprend que les elfes ont une baignoire dans leur maison et il a vraiment envie d'y entrer. Il prend Ponta avec lui, la lave et se plonge dans l'eau pour un plaisir qui le revigore jusqu'aux os. Comme les bains étaient rares et un article de luxe dans ce monde, c'était sa première fois ici, et ses os se sentaient plutôt bien. Pendant qu'il profite de son bain avec son animal de compagnie, l'insouciante Ariane est aussi rentrée chez elle, et elle se dirige vers le bain sans vérifier si quelqu'un est là. Elle est choquée de voir un squelette dans sa baignoire, et n'écoute pas Arc qui essaye de lui dire que c'est lui,
et le fait exploser. À table, tous les deux sont gênés parce que l'autre les a vus sans vêtements, mais ça ne devrait pas avoir d'importance pour notre protagoniste puisqu'il n'a rien à cacher. Ensuite, Dilion arrive et commence à parler avec Arc de ce que les anciens ont décidé. Ils voulaient l'embaucher pour aider Ariane à sauver les elfes kidnappés. Aussi, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour payer quelqu'un d'aussi riche que lui, ils ont décidé d'échanger des informations précieuses qui pourraient l'aider à briser sa malédiction. Dilion lui dit qu'il y avait une source chaude près de la couronne du Seigneur qui était censée briser toutes les malédictions des personnes qui s'y baignaient. Arc lui demande ce qu'était la couronne du Seigneur, et l'elfe récite une longue histoire expliquant qu'il y avait plusieurs types de créatures ressemblant à des dragons dans le monde, et les plus forts d'entre eux étaient les seigneurs dragons. La couronne du Seigneur était un type rare de grand arbre qui poussait là où un seigneur dragon faisait sa maison, et une grande variété d'esprits y vivaient et l'entouraient, donnant à ses feuilles et fruits des capacités miraculeuses. Mais c'était aussi un endroit précaire à pénétrer, car si quelqu'un dérangeait les esprits, il réveillerait la rage du seigneur dragon. Ariane dit qu'entrer dans la couronne du Seigneur est dangereux pour les humains, mais les elfes peuvent obtenir la permission des esprits pour y entrer, et ils peuvent l'arranger pour Arc aussi. Dylan demande si l'information était assez bonne pour un paiement, et Arc répond que c'était plus que suffisant. Mais alors qu'il est couché dans son lit, il se demande s'il était vraiment maudit. L'histoire qu'il a racontée à tout le monde était les informations de personnages aléatoires qu'il avait inventées parce que c'était un jeu de rôle. Mais il se demande si c'était vraiment vrai. Ensuite, il pense que si c'était une malédiction, il pourrait se purifier en utilisant son sort anti-malédiction, qui était efficace aussi contre les malédictions de rang moyen. Il connaissait aussi des sorts plus puissants, mais ils endommageaient les morts vivants, et il ne voulait prendre aucun risque. Alors Arc décide d'essayer anti-malédiction sur sa main, et étonnamment, le sort fonctionne, et sa main se transforme en main humaine. Il est choqué et s'exclame fort, mais l'effet disparaît en 5 secondes, et sa main retourne à l'état d'os. Arc essaie à plusieurs reprises, et après avoir lancé le sort toute la nuit, et avec le même résultat, il est fatigué. Le lendemain, lui et Ariane partent pour la capitale du royaume rongeur tôt le matin, pour trouver les personnes dont les noms étaient mentionnés dans les contrats de vente des elfes. Il ne cesse de penser à la nuit dernière, et il a confirmé qu'il était un squelette à cause d'une malédiction qui revient sans cesse, peu importe combien de fois il la purifie. Dès qu'il quitte les bois, Arc est attaqué par des monstres libellules géants près d'un lac, et il s'enfuit terrifié. Ariane le sauve et l'emmène dans un restaurant, où ils discutent de leur plan pour le lendemain. Elle lui dit que le chemin habituel pour la capitale était de faire le tour de la forêt en calèche, mais qu'il devrait la traverser pour y arriver plus vite. Une serveuse les écoute et leur dit de ne pas traverser la forêt, car c'est dangereux à cause d'une meute de monstres appelés les loups hantés. Ils étaient apparus dans la région seulement récemment, mais ils attaquaient les gens, et les soldats n'avaient rien fait pour les sauver. Ariane se perd dans ses pensées en entendant parler des loups hantés, mais elle dit ensuite que ce n'était pas un problème pour eux. Ils traversent donc la forêt, et Arc lui demande pourquoi elle est si préoccupée après avoir entendu parler des loups hantés. Ariane lui dit que la fourrure de la queue des loups hantés était utilisée dans les voiles de mariage, dans la tradition elfe, et c'était considéré comme le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à une future mariée. Et comme le mariage de sa sœur approche, elle veut le lui offrir. Les loups semblent aussi impatients de se faire couper la queue, et les attaque soudainement de tous les côtés. Arc tranche un loup. Il réalise que les loups sont une illusion, et même s'il l'attaque de tous les côtés, il est impossible de dire s'ils sont réels. Il est submergé par leur nombre quand il se rappelle que les loups hantés sont des créatures intelligentes qui attaquent en meute. Leur tactique courante pour combattre des adversaires plus forts était d'utiliser des clones illusoires, sous la direction de leur chef intelligent qui les menait à la victoire. Mais pendant qu'Arc lutte, Ariane contrôle la situation. Alors qu'une meute de loups l'attaque, elle utilise une boule de feu pour abattre une illusion, et quand il lui saute dessus après ça, elle utilise des pics de terre, touchant un vrai loup parmi toutes les illusions. Arc se rappelle encore qu'il n'a aucune expérience de combat, malgré des stats si élevés que les loups qui le mordent ne font même pas une égratignure dans son armure. Comme il ne peut pas se battre comme Ariane, il décide d'affronter le chef pour terminer le combat rapidement. Le chef les observe depuis un rocher. Arc utilise Dimension Walk pour se faufiler derrière lui, et au moment où il attaque le chef loup, celui-ci saute
pour esquiver son attaque. Ark repère le même anneau noir et rouge sur la patte du chef que celui qu'il a vu sur Todzilla. Il décide alors de tester une théorie en restant immobile et en laissant le chef l'attaquer par derrière. Dès que le loup fait ça, Ark utilise une attaque de feu à travers sa cape, puis balance son épée, ne tranchant que l'anneau sur sa patte. Le chef reprend ses esprits dès que l'anneau est brisé. Il hurle et rappelle sa meute, qui rentre chez elle en courant. Ariane grimpe pour voir ce qui se passe et arrive juste à temps pour voir l'anneau disparaître. Elle est choquée, mais Ark comprend ce qui se passe. Il lui parle de Todzilla, qui portait le même anneau. Les monstres venaient dans des zones où ils n'avaient rien à faire et attaquaient les gens, probablement à cause des anneaux. Mettant de côté la discussion sur les anneaux, Ariane demande à Ark d'attendre un instant pendant qu'elle ramasse la fourrure de la queue des loups qu'elle a tuée pour le cadeau de sa sœur. Ark attend qu'Ariane finisse de dépouiller les loups quand Ponta remarque quelque chose et s'enfuit. Ark le suit et dit à Ariane d'attendre pendant qu'il poursuit le renard à travers la forêt. Une calèche passe sur la route qui contourne la forêt, et à l'intérieur se trouve la princesse du royaume Roden, Yuriana, qui voyage en mission diplomatique pour rencontrer les elfes au sujet des récents enlèvements. Elle est sûre que son frère aîné Dakarès est impliqué dans le trafic d'esclaves, et que le Saint-Empire de l'Est le soutient aussi. D'un autre côté, son frère aîné Sect est très ambitieux et ferait n'importe quoi pour devenir l'héritier du trône, recevant le soutien de l'Empire de l'Ouest. Avec les deux frères qui se disputent le pouvoir et deviennent plus agités chaque jour, la princesse s'inquiète pour sa sécurité et espère que tout se passera bien durant ce voyage. Elle se porte la poisse en disant ça, et sa calèche est attaquée par une bande d'assassins. À l'intérieur de la calèche, la servante protège Yuriana, mais le véhicule s'arrête brusquement, et elle réalise que tous les gardes avec elle sont morts et que les attaquants les ont encerclés. L'un d'eux ouvre la porte, et la servante essaie de protéger la princesse en se jetant sur l'attaquant avec un poignard, mais il la tranche et met fin à sa vie. Yuriana panique, et alors qu'elle se précipite pour vérifier l'état de sa servante, l'attaquant la poignarde en plein cœur, et c'est fini pour elle aussi. Un des soldats qui l'escortait était aussi impliqué dans le complot pour la tuer, et il a dit aux assassins de piller les corps pour faire croire à une attaque de bandits. Pendant qu'il rit en disant qu'ils vont devenir riches après cette mission, Ponta saute sur le visage d'un des soldats, et celui-ci se demande ce qu'est cette créature furieuse. Il décide de le tuer pour s'en débarrasser, mais Ark arrive menaçant derrière lui et lui serre les mains si fort que le bruit de ses os qui craquent est entendu par tout le monde. Ark jette le soldat de côté et s'agenouille pour voir la fille blessée, qui, pense-t-il, ressemble à la fille d'une famille riche. Les attaquants pensent qu'il a dû les voir tuer la princesse et ils l'attaquent avec des balles de feu et de pierre, mais il ne sent même pas leurs attaques. Il se demande s'il devrait aider la fille morte en utilisant ses compétences insensées pour la ressusciter. Si c'était juste un jeu, ce serait considéré comme une bonne action, et il serait récompensé d'une manière ou d'une autre. Mais il n'est pas si sûr de ramener un mort à la vie dans la réalité. Ark ne remarque les attaques qu'après qu'elles se soient arrêtées, et il se retourne pour voir les attaquants crier alors que des loups hantés leur sautent dessus. Le chef des loups est venu pour se venger des humains et pour remercier Ark de l'avoir sauvé de la folie plus tôt, et il décide de se joindre aux loups pour se débarrasser de la racaille humaine le plus vite possible. Certains assassins réussissent à s'enfuir, mais les autres sont tués, et le chef loup repart avec sa meute après avoir terminé la mission. Maintenant que personne n'est là pour le voir, Ark décide qu'il peut utiliser en toute sécurité sa compétence de très haut niveau, appelée Régénération, avec laquelle il ramène la princesse morte à la vie. Ark est content que sa compétence fonctionne, et il charge Ponta de surveiller la jeune fille pendant qu'il aide les autres morts. Il peut guérir la servante et quelques soldats avec la même compétence, mais l'un d'eux est si gravement blessé que la compétence ne peut rien faire pour lui. Ark fait de son mieux pour sauver tout ce qu'il peut, et alors que la lumière vive de la compétence Régénération remplit la zone, la princesse ouvre les yeux un instant, se demande si l'homme debout devant elle est un ange, puis s'évanouit de nouveau. Elle se réveille plus tard quand le mage en pleurs la secoue et explique qu'ils sont encore vivants et sans une égratignure. Certains soldats étaient morts, mais les autres ont été ramenés à la vie par magie d'une manière ou d'une autre. La princesse est convaincue qu'il n'était pas juste blessé, et le sang sur ses vêtements abîmés est une preuve suffisante qu'elle a été tuée, mais un miracle envoyé par Dieu les a sauvés. Elle rassemble ses hommes, émue, alors qu'elle leur fait un discours d'encouragement
sur la façon dont quelqu'un a conspiré pour la tuer, mais par la miséricorde de Dieu, un miracle les a sauvés, et elle considère cela comme le signe divin qu'ils sont destinés à accomplir leur mission. Elle motive les soldats en disant qu'ils vont chevaucher jusqu'à leur destination immédiatement et que rien ne peut les arrêter. Ark regarde ce drame depuis les buissons et il réalise que la jeune fille est une princesse. En retournant, il se demande s'il n'en a pas trop fait en la ressuscitant, et il est convaincu que cela pourrait être un moment où l'histoire va changer. Il retourne auprès d'Ariane pour découvrir qu'elle a fini son travail et collecter assez de fourrure pour le voile de sa sœur. Elle lui demande ce qui s'est passé, mais il ne lui dit pas grand-chose et dit que ce n'était rien de spécial. Sur ce, ils reprennent leur voyage et arrivent au marché de la capitale quand quelqu'un projette un homme sur Ark. Il se retourne et découvre que beaucoup d'hommes entourent une gamine, et alors qu'ils l'attaquent, elle crève les yeux de l'un et nargue les autres pour qu'ils viennent tous en même temps. Ark pense qu'il devrait aider la pauvre fille, mais Ariane dit que ce n'est pas nécessaire. Elle a raison, car la jeune fille repousse les hommes rapidement, et Ark est impressionné. Mais ensuite la fille le regarde, et il est un peu inquiet qu'elle veuille se battre avec lui. Au lieu de ça, elle le salue poliment et dit que c'était sympa de le revoir, et Ark réalise qu'elle est la fille bête ninja qu'il a rencontrée en sauvant les elfes à Diento. La jeune fille lui dit qu'il était excellent en sauvant les elfes, et elle veut lui parler de quelque chose aussi. Ariane lui demande qui est la jeune fille et comment elle est au courant de leur opération de sauvetage, et Ark lui dit que c'est elle qui lui a donné l'information sur l'emplacement des elfes kidnappés à Diento. La jeune fille se présente alors comme Chiyome du clan Jinshin et dit qu'elle est l'une des 6 meilleures ninjas de son village caché. Pour le reste de leur conversation, le groupe réserve une chambre. Ensuite, tout le monde se présente formellement, et Chiyome va droit au but, demandant à Ark pourquoi il l'a appelé ninja lors de leur première rencontre. C'est parce qu'il sait ce que sont les ninjas, mais cela révélerait qu'il vient d'un autre monde, et il ne le dit pas. Au lieu de ça, il répond que dans son pays, les espions et les assassins s'habillent comme ça, et qu'il les appelle aussi ninjas. Chiyome pense qu'Ark doit venir du même pays que leur grand fondateur, qui est venu dans ce royaume il y a 600 ans et est maintenant une légende. Ark réalise que le fondateur des ninjas était aussi du Japon, et il a dû lancer un culte après avoir été isekai'd dans ce monde. Mais il veut parler avec Ark, et la fille ninja s'assombrit en disant qu'elle a besoin de son aide. Les hommes bêtes faisaient face aux mêmes problèmes que les elfes. Les humains les kidnappaient et les vendaient comme esclaves. Chiyome et d'autres ninjas étaient en mission pour les sauver, et ils préparaient un grand coup pour lequel ils avaient besoin de renforts. Elle est vraiment désespérée et dit qu'elle leur offrira les informations sur les elfes kidnappés en échange de leur aide pour son peuple, mais Ark répond qu'il est déjà sous contrat avec les elfes en ce moment et qu'il a besoin de leur approbation pour prendre une autre mission. Chiyome s'attriste, mais Ariane lui demande si elle a été entraînée dès son plus jeune âge, pour sauver son peuple, et la fille ninja confirme que c'était sa seule mission. Ariane sent qu'elle se ressemble, et dans ce sentiment de solidarité, elle accepte de l'aider parce qu'elle connaît ce que ça fait de vouloir aider son peuple. Elle demande à Chiyome quel était leur plan, et elle les mène sur le lieu de l'action à travers une forêt. Fantastique. Ensuite, ils arrivent à un autre promontoire d'où ils peuvent voir le plus grand marché aux esclaves du royaume, qui est comme une forteresse bien gardée, et leur plan est de l'attaquer et de libérer les personnes enlevées qui s'y trouvent, donc s'ils l'attaquaient, les renforts arriveraient vite, il fallait donc qu'ils soient rapides. Elle dit à Ark et Ariane d'attaquer rapidement et de façon spectaculaire, puis de fuir aussi vite que possible, sinon ce serait dangereux pour eux. Chiyome dit que seules certaines personnes participant à cette mission pourront s'échapper, et non pas toutes celles qu'ils veulent sauver, et Ark comprend qu'elle prévoit d'attaquer cet endroit juste pour faire diversion. La fille ninja confirme son hypothèse et dit que les ninjas hommes-bêtes se sont déjà positionnés dans la ville et vont attaquer 4 autres marchés aux esclaves simultanément à leur attaque ici. Ariane dit que ce plan est trop risqué, mais Chiyome est déjà déterminée à se sacrifier elle-même et beaucoup d'autres si cela peut sauver des gens ailleurs. Chiyome pense qu'à ce rythme, ils pourraient tous les sauver. Alors elle décide d'informer les autres. Elle leur dit qu'ils vont attaquer le marché ce soir et leur dit de se préparer en partant, sautant d'arbre en arbre. Ark pense aussi qu'il devrait se préparer, et par préparation, il veut dire manger. Après ça, il veut faire une dernière chose, porter un masque idiot pour se faire remarquer et servir de leurre. Ariane n'apprécie pas beaucoup Halloween
et dit que cette idée est tout simplement idiote, et ni elle ni Ponta ne sont impressionnés par Ark avec son masque, qui est une montagne de muscles nommée Goemon. Ark est choqué d'entendre que son nom est le même que celui d'un autre ninja célèbre au Japon, et pour confirmer ses doutes, il demande à Chiyome si c'était leur vrai nom, mais apprend que ce sont juste des titres donnés aux guerriers les plus compétents. Ark a confirmé que les deux ninjas sont nommés d'après de vraies légendes du Japon. Goemon ne savent pas que c'est ainsi que les hommes se lient d'amitié, et les deux hommes commencent à rire et à se complimenter mutuellement sur leur force. Minuit arrive, et c'est l'heure de mettre leur plan à exécution. Ariane et Chiyome prévoient de se faufiler par la porte arrière, tandis qu'Ark et Goemon attaqueront ouvertement par devant et attireront toute l'attention sur eux. Ils se séparent pour accomplir. Les soldats ont peur des deux monstres et reculent, et Ark profite de l'occasion pour faire mieux que le ninja. Il a une porte verrouillée, et grâce à ses talents de crochetage, la fille ninja l'ouvre rapidement. Elle se faufile dans la forteresse alors que les soldats se précipitent vers la porte avant. Ponta remarque des soldats, et avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Chiyome utilise le ninjutsu d'eau et transforme son attaque d'eau en loup qui élimine les soldats. Plus de soldats arrivent en courant vers elle, et c'est au tour d'Ariane de s'en occuper, ce qu'elle fait en les brûlant avec sa magie d'épée de feu. Elles atteignent le sous-sol, où les hommes bêtes sont enchaînés et détenus dans des prisons. Alors que Chiyome les libère, il lui demande qui elle est, et alors qu'elle déclare qu'elle est du clan Jinsung, il retrouve soudainement espoir et énergie. Elle déverrouille les prisons et dit aux hommes bêtes maintenant libres de l'aider, tandis qu'Ariane tient les soldats entrants à distance. À la porte avant, Ark et Goemon étaient enterrés dans les décombres, mais ils en sont sortis sains et saufs en utilisant leur technique de défense. Alors qu'ils pensent à aider les filles, celles-ci ont déjà terminé leur mission et sortent pour les informer que tous les hommes bêtes libérés montent la garde dans le hall. Maintenant, seul le bâtiment à l'arrière reste à prendre d'assaut, et Goemon se porte volontaire pour rester en arrière en tant qu'arrière-garde pour retenir les soldats pendant que les autres avancent, éliminant tous les gardes sur leur chemin. Il déverrouille des portes, trouve une prison souterraine avec d'autres personnes et libère tout le monde. Il y a une cellule qui sent particulièrement mauvais, et alors que Chiyome entre pour voir ce qu'il y a dedans, elle voit un tas de ses proches morts. Les autres hommes bêtes leur disent que les blessés et les malades ne pouvaient pas être vendus et étaient laissés mourir dans un état aussi pitoyable. Alors que tout le monde pleure, Ark est furieux lui aussi, mais il décide de faire sortir les survivants de cet endroit avant de pleurer les morts. Toutes les personnes qu'ils ont libérées se rassemblent et Ark les téléporte dehors en utilisant la porte. Après que tout le monde soit évacué en toute sécurité, Chiyome apprend que la mission a aussi réussi dans les autres endroits. Maintenant, Ark prévoit de retourner à la forteresse et d'en finir une bonne fois pour toutes. Il se téléporte à côté de Goemon, qui tient toujours debout malgré ses graves blessures. Il dit qu'ils devraient éliminer cette vermine humaine ensemble, et ils utilisent leurs attaques combinées de crocs de roche et de lances de terre pour détruire tout le marché aux esclaves. Ils y mettent le feu, et Ariane et Chiyome regardent. Puis Ark se téléporte de nouveau vers elle avec les corps qu'ils n'avaient pas pu ramener la première fois, et Ariane les incinère pour leur donner des funérailles décentes. Alors que les corps brûlent, leurs esprits deviennent libres et volent vers le ciel, et Chiyome jure de devenir encore plus forte pour que personne d'autre ne souffre de la sorte. Alors que leur mission est terminée et que tout le monde est parti, Ark et Goemon renforcent leurs liens en luttant à nouveau pendant que les filles discutent de libérer leur peuple de l'oppression. Le lendemain, ils vont faire du bateau dans la capitale, où les ninjas leur donnent les informations promises. Chiyome dit que les gens qui ont acheté les elfes en tant qu'esclaves les ont emmenés au Saint-Empire de l'Est. Et, alors qu'Ariane entend le nom du Saint-Empire, elle prend un air grave. Elle utilise un oiseau messager pour informer Danka et les autres des nouvelles informations, puis part pour l'Empire avec Ark. Sur le chemin de l'Empire, ils font une halte dans le désert, où un énorme vol de wyvernes couvre le ciel. Ark est submergé par ces crises de délire fantastiques, mais Ariane demande des éclaircissements parce que les wyverns ne voyagent jamais en groupe aussi nombreux. À cause de leur grand nombre, l'oiseau messager a peur de voler et le message ne peut pas être relayé aux autres elfes. Ark dit que ce n'est pas un problème majeur et qu'il peut disperser les monstres ressemblant à des dragons. Sans expliquer son plan, il saute d'un rocher et atterrit avec fracas.
Puis il décide d'utiliser une attaque de zone de niveau intermédiaire appelée parafoudre, des nuages sombres couvrant le ciel et libérant des éclairs qui frappent les wyverns. Ariane et les autres sont aussi pris dans les tirs amis, et quand il se téléporte de nouveau vers elle après que le ciel se soit éclairci, il est choqué de les voir dans un état si pitoyable. Mais alors qu'il essaie de demander si elles vont bien, un elfe aux cheveux verts et à l'allure un peu sauvage prend des notes sur eux. Ark et Ariane vont à une auberge dans la ville voisine, et elle est toujours en colère qu'il ait utilisé une attaque aussi dangereuse sans même prévenir. Mais ensuite elle passe à autre chose et sort une carte de l'Empire, cherchant le chemin le plus court vers leur destination. Elle a une carte incomplète sans détails, et la route directe est inexplorée et risquée. Mais il y a autre chose qui préoccupe Ariane, et Ark lui demande pourquoi elle est si inquiète depuis qu'elle a entendu le nom de l'Empire. Elle répond que capturer des elfes et les vendre était encore légal dans l'Empire, c'est pourquoi elle était en danger, et même être dans une ville frontalière comme celle-ci était risqué pour elle. Mais ensuite, l'elfe aux cheveux verts du matin s'approche d'eux, et il est plutôt intrépide, même en montrant ses oreilles pointues en territoire humain. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ariane lui met un pot sur la tête, lui disant de cacher la preuve qu'il n'est pas humain. Mais l'aubergiste et les autres sont plutôt amicaux avec lui, et la fille elfe est confuse par ce qui se passe. L'elfe se présente comme un biologiste nommé Karsey, qui vit dans cette ville depuis 10 ans et est ami avec tout le monde. Ariane n'y croit toujours pas, et Karsey lui fait un discours à la Martin Luther King Jr. sur la façon dont il veut que humains et elfes coexistent heureux. Elle dit qu'il est délirant, et il lui demande si elle ne voyage pas avec un humain malgré sa haine. Après leur débat, Ark demande à Karsey pourquoi il l'a abordé. Il dit qu'il avait besoin d'un spécimen de monstre difficile à attraper, mais, après avoir vu son puissant sort ce matin, il était convaincu qu'Ark et sa partenaire pouvaient le faire. Ariane refuse, disant qu'ils sont occupés avec des affaires plus importantes, mais ensuite, Karsey offre une carte détaillée de l'Empire en récompense. Elle est un peu tentée par la récompense, alors il ajoute un bonus, une copie de ses recherches sur les créatures magiques. Et Ark veut ça. Il insiste pour qu'Ariane accepte sa mission et elle le laisse faire. Karsey est content d'avoir leur aide et leur dit de le retrouver à la porte de la ville le matin. Après ça, Ark montre sa richesse et paie trop cher pour une chambre, et l'aubergiste lui offre un tonneau d'alcool de haute qualité en cadeau. Dans la chambre, alors qu'Ariane pense à la coexistence des humains et des elfes, il ouvre le tonneau et lui verse un verre, demandant si elle a même le droit de boire. La fille se met au défi et avale le verre d'un trait, et elle aime tellement ça que ses oreilles tressaillent sans qu'elle s'en rende compte. Ark prend une gorgée et trouve que c'est non seulement délicieux, mais aussi assez fort. C'est tellement fort qu'Ariane est ivre avec seulement 2 verres et saute sur Ark, lui donnant des signaux contradictoires sur ce qu'elle veut faire. Il est confus, ne sachant pas si elle veut lui ou la boisson, et au lieu de lui donner une réponse claire, elle lui secoue violemment la tête et le plaque toute la nuit. Le lendemain, elle se réveille dans la chambre en désordre avec une gueule de bois, et en voyant Ark par terre sans son armure, elle le prend pour un autre squelette et l'attaque même s'il essaye de s'expliquer. Oubliant tout ça, ils vont au comptoir, où l'aubergiste leur dit qu'elle a entendu des bruits de cognement venant de leur chambre toute la nuit. Ariane est déjà trop gênée, mais quand ils vont voir Karsey et s'excuse de l'avoir fait attendre, il répond qu'il comprend qu'il se soit levé tard à cause de la nuit intense. Ils partent pour trouver le monstre avec Karsey et un de ses amis humains, mais Ariane est accablée par sa gueule de bois, le mal des transports et l'odeur terrible des cadavres de gobelins que le chercheur transporte. Il dit que les cadavres étaient l'appât pour attirer les vers des sables qu'il voulait étudier. L'ami humain de Karsey donne à Ariane un thé spécial pour l'aider avec la gueule de bois, et même si elle n'est toujours pas à l'aise avec les humains, elle trouve que ça aide. Ark parle avec Karsey et en apprend plus sur le ver des sables qu'ils doivent capturer. C'est une créature de 2 à 2,5 mètres qui sort la nuit et se nourrit principalement de créatures mortes. Elle est faible au feu, et Karsey lui demande de ne pas utiliser le feu, car il veut le spécimen vivant. Aussi, il ajoute que le ver des sables a récemment été vu se dirigeant vers le troupeau de wyverns, et alors que les 2 hommes parlent de monstres, Ariane regarde en arrière et voit la charrette avec les gobelins, et l'autre personne a disparu. Alors qu'elle prévient Ark, un ver des sables géant apparaît, qui mesure plutôt 21 mètres de haut.
Karcy est choqué en voyant le ver géant et dit que c'est le plus grand insecte qu'il ait jamais vu. L'ami humain de Karcy est allongé par terre avec sa charrette détruite et le ver des sables le remarque. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Ariane se précipite pour aider et utilise une explosion de feu sur le monstre. Malgré la faiblesse au feu, l'attaque ne fait pas grand-chose au ver des sables et il l'attaque à la place. Il manque de l'attraper, mais Arc la sauve en tenant le ver des sables géants d'une seule main. Il lui dit de lui laisser le reste de la tâche et commence à lutter avec le ver. Puis, il utilise son immense force pour le traîner hors du sable et le jeter sur le côté. Le ver des sables meurt, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Arc remarque qu'il a aussi cet étrange anneau. Le groupe traîne le monstre de retour à la ville, et Karcy récompense le chevalier avec la carte et le livre. Avant de partir pour leur voyage, Ariane demande au biologiste pourquoi il vit avec les humains, et il dit qu'il les aime. Au début, il avait une image négative de tous les humains quand il vivait dans un village elfe, mais en apprenant à les connaître, il a découvert qu'ils n'étaient pas tous mauvais, et qu'un avenir paisible pourrait être construit où les deux races vivraient en amis. Et il y avait une excellente nouvelle, à propos d'un noble humain et d'une fille elfe tombant amoureux et se mariant. Ariane n'en croit pas ses oreilles et demande à Arc ce qu'il en pense, et il répond qu'il y a différents types de personnes parmi les humains et les elfes. Bien qu'il ne soit peut-être pas possible pour tout le monde de coexister, certains pourraient devenir de bons amis. Ils arrivent à la ville où les elfes kidnappés sont censés être détenus, mais c'est une ville militaire où la sécurité est renforcée partout. Ils décident qu'ils doivent se déplacer lentement et prudemment ici et décident de se séparer pour trouver plus d'informations. Arc découvre que des cris étranges peuvent être entendus depuis la forteresse voisine la nuit, et récemment, beaucoup de personnes ont disparu de la ville, mais personne ne peut rien dire sur les elfes. Il décide de retourner vers Ariane, mais entend alors la voix d'une femme kidnappée par des hommes. Alors que l'un d'eux essaie de la traîner, Arc apparaît derrière lui et lui tord la main. Les autres voyous se précipitent pour l'attaquer, mais il les assomme d'un geste des doigts. La fille est reconnaissante et court le serrer, et Ariane trouve Arc à ce moment précis. Elle est à la fois choquée et jalouse quand elle voit une fille étrange serrer le chevalier. Même quand Arc lui dit qu'il a trouvé la fille en difficulté et qu'il s'est donné du mal pour l'aider, elle lui dit de rentrer chez elle avec un regard intense et effrayant. Elle est toujours jalouse de la fille et agit froidement en disant à Arc qu'elle a trouvé des informations utiles. Elle l'emmène à un autre rocher d'où ils peuvent voir une forteresse, et ses sources lui disent que les elfes ont été amenés ici il y a 4 mois. Arc dit que beaucoup de choses ont pu se passer en ces 4 mois, mais Ariane espère encore trouver quelqu'un de vivant, et il se rapproche du bâtiment pour vérifier. Il se faufile dans la forteresse et la trouve étrangement vide et silencieuse, et Ariane trouve une porte cachée qui cache des escaliers menant à une zone de stockage souterraine qui sent les bêtes sauvages. Après avoir utilisé Ponta comme distraction pour éloigner les gardes à la porte, elle essaye de l'ouvrir mais n'y arrive pas parce que c'est une porte coulissante et qu'elle pousse. Il y a beaucoup de cellules de prison dans l'endroit, et elles sont vides sauf pour des os, de la fourrure et une mauvaise odeur. Il trouve la porte suivante, et quand Arc l'ouvre, il se retrouve dans une immense grotte souterraine soutenue par de nombreux piliers. Un dompteur de monstres trop confiant et arrogant nommé Fumba est celui qui est en charge de cet endroit. Et il sort pour percevoir le trouble, et au moment où il voit Ariane, il la revendique. Il dit qu'elle est sa femme maintenant et lui ordonne de tuer le chevalier. Arc est choqué quand Ariane suit ses ordres et l'attaque, et elle ne s'arrête pas, même quand il essaye de la secouer. Il demande à Fumbo ce qu'il a fait à son ami, et pendant qu'il parle, la fille elfe le soulève et le jette au sol. À ce moment-là, il réalise que c'est une malédiction intrigante, et il utilise le sort anti-malédiction sur elle, mais cela n'a aucun effet, et Ariane continue de l'attaquer. Sa conscience a été détournée, et elle se retrouve devant sa sœur, qui lui dit qu'elle est faible et qu'elle doit s'entraîner dur. Il lui dit de se battre dans le rêve, et Ariane se bat avec Arc dans la vraie vie. Il continue de la maudire, mais elle continue de l'attaquer sans s'arrêter. Arc réalise que son sort fonctionne, mais quelque chose relance le sort de contrôle mental sur Ariane presque immédiatement. Il est confiant que le dompteur de monstres ne le fait pas lui-même, et alors que la fille elfe le frappe, il voit une paire d'yeux dans l'ombre derrière sa tête. Arc demande à Ponta de s'en occuper, et le chiot saute dans la capuche d'Ariane et en déloge un imp, un monstre qui peut utiliser de puissantes illusions.
Ponta le jette dehors, Arc le tue avec son sort de flamme, et Ariane perd connaissance. Fumba est impressionné par la connaissance et la rapidité d'esprit d'Arc. Alors il se présente correctement, disant qu'il vient d'un clan de dompteurs de monstres et qu'il est le plus compétent. Il a quitté son village pour se faire un nom, et il pouvait dompter n'importe quel monstre. Arc n'a aucun doute sur sa déclaration en voyant les anneaux dans sa main et réalise qu'il est le coupable derrière Todzilla, les loups et le ver géant. Fumba se prépare à se battre, invoque son garde, un tigre blanc géant, et dit à Arc d'être son dîner. Mais il met Ariane au repos dans un coin tranquille, et avant de se battre, il a une question pour le dompteur de monstres. Il lui demande ce qui est arrivé aux elfes kidnappés qui ont été amenés ici il y a 4 mois, et Fumba rit en disant que la plupart d'entre eux ont été utilisés dans les expériences de l'Empire, et ceux qui restaient avec lui ont été nourris à ces bêtes après qu'il se soit assez amusé avec eux. Alors qu'il se moque de leur mort, Arc devient furieux, et d'un seul coup, il en finit avec le tigre géant. Il maudit Fumba, disant qu'il a vu toutes sortes de méchants dans son court voyage, et est resté calme malgré leurs actes mauvais. Mais le dompteur de monstres était le pire, et ses actions ont rendu Arc trop furieux pour penser rationnellement. Fumba rit de lui, le narguant en disant qu'il est trop arrogant, et qu'il devra tuer beaucoup plus de monstres avant de l'atteindre. Il invoque le reste de ses animaux de compagnie avec son fouet, et ils incluent toutes sortes de monstres qu'Arc n'a jamais vus. Sur l'ordre de Fumba, ils attaquent Arc, mais ils les tranchent tous. Fumba continue de commander des monstres pour attaquer Arc de tous les côtés, et il continue de les abattre, mais il oublie de faire attention à la sécurité d'Ariane, et panique quand le dompteur de monstres le pointe vers l'ogre géant qui va l'attaquer. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fille ninja Chiyome arrive sur les lieux et piège les monstres dans une prison d'eau. Fumba pense que même si le chevalier a du renfort, c'est inutile parce qu'il a plus de monstres, mais Chiyome lui dit qu'il n'a plus aucun monstre sous son contrôle. Gumen Ariane et d'autres ninjas étaient dans cette base, et il s'était occupé de tous les monstres. Arc lui demande comment elle est ici, et elle lui dit qu'elle a tout raconté à Ariane sur cet endroit, ce qu'Ariane ne lui avait pas dit par jalousie. Mais leur conversation est interrompue par un fort tremblement de terre, et Fumba rit, disant que son atout maître s'est réveillé parce que son dîner était en retard. Il dit à Arc qu'il va lui montrer son chef-d'œuvre et s'occuper d'eux rapidement. Il court hors de l'endroit, et Arc veut le poursuivre, mais les rochers qui tombent l'en empêchent. Chiyome lui dit qu'il devrait d'abord mettre Ariane en sécurité. Arc se téléporte dehors, et depuis les airs, il voit le côté du château se fissurer. Il peut repérer un monstre puissant sortant de la fumée et de la poussière. C'était l'hydre, le monstre aquatique le plus fort avec la meilleure maîtrise de l'élément eau et une capacité de régénération super puissante. Arc s'approche et remarque que l'hydre a 5 anneaux, un pour chacune de ses 5 têtes. Shion dit que l'hydre était appelé le monstre destructeur de nations, et elle ne peut pas croire qu'un simple humain puisse la contrôler. Elle suggère qu'il se retire, mais l'hydre les remarque et utilise une attaque Hydra Blast qui écrase complètement le rocher sur lequel ils se tiennent. Fumba est ravi de voir cela, et pense que ses ennemis sont morts. Il rit comme un fou, disant que c'est son vrai pouvoir. Il veut le montrer aux anciens de son village, qui lui ont dit qu'il n'était pas fort et pas assez discipliné, ne comprenait pas assez et ne reconnaissait pas ses talents. Fumba a quitté le clan et a rencontré l'empereur du Saint-Empire, et il l'a employé pour ruiner leur royaume voisin. Maintenant, avec le pouvoir de l'hydre, il pense qu'il est invincible et il commande aux monstres géants d'aller se régaler des gens de la ville. Arc et son groupe sont enterrés sous les rochers, mais grâce à des shields, ils survivent. Et ils soufflent les rochers, mais ensuite ils regardent autour et ne trouvent pas Ariane, et paniquent. Il se retourne alors et la trouve couverte d'une aura sombre alors qu'elle lui dit furieusement qu'elle n'était pas inconsciente quand le dompteur de monstres la contrôlait, donc elle a tout entendu ce qu'il a dit sur elle et son peuple, et elle voulait le retrouver et lui infliger douleur et regret. Cheolm est d'accord, disant qu'avec l'hydre, Fumba était une trop grande menace pour être laissé tranquille. Ils pensent tous les deux qu'il doit croire qu'ils sont morts, donc c'est l'occasion parfaite pour le frapper par surprise. Alors qu'ils partent le chercher, Arc ne bouge pas, et dit qu'il faut aussi s'occuper de l'hydre. Chiyome lui dit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que c'est un monstre capable d'anéantir des pays et qu'on appelle une force de la nature. Arc n'est pas d'accord avec cette dernière phrase,
et dit que contrairement aux catastrophes naturelles, l'hydre peut être tué. Et même si la jeune ninja lui demande s'il plaisante, Ariane lui dit d'y aller et de s'occuper du monstre pendant qu'il gère son dresseur. Ariane et Chiyome courent vers le dresseur de monstres et le surprennent avec une attaque de boule de feu, qu'il esquive de justesse. Ariane dit qu'elle était là pour le tuer à cause des elfes qui l'avaient torturé, et il répond qu'elle était bien trop impuissante face à lui. Il dit qu'il a l'hydre de son côté, et la jeune elfe répond que l'hydre est certes forte, mais que lui est faible, et qu'il fait un tel étalage de l'hydre pour cacher sa propre faiblesse. Ces mots sont les mêmes que ceux que les anciens de son village lui avaient dit, et Fumba craque. Il dit qu'il va tuer tout le monde et leur montrer son pouvoir, mais Ariane l'attaque sans attendre que son ennuyeux discours se termine. Il bloque son attaque avec son fouet et essaye d'utiliser les diablotins pour la contrôler à nouveau, mais elle les abat tous, disant qu'elle ne tombera pas 2 fois dans le même piège. Fumba est frustré maintenant, et il essaie d'ordonner à l'hydre de l'aider quand Chiyome lui lance des couteaux et lui coupe le dos, abîmant son tatouage. Elle dit qu'elle avait remarqué plus tôt qu'il contrôlait les monstres grâce à ses marques de malédiction complexes, mais que la moindre perturbation pouvait les rendre inutiles. Et maintenant, il ne pouvait plus rien contrôler. Fumbot est à bout, et il rit comme un fou, disant aux filles de ne pas l'accuser pour ce que l'hydre va faire ensuite. Chiyome s'inquiète pour la ville, mais Ariane lui dit que tant qu'Ark est là, il ne laissera pas le monstre tuer personne. Alors elle charge son épée de feu et marche vers le dompteur de monstres effrayés, qui essaie de l'arrêter avec son fouet. Mais le fouet brûle rapidement, et il s'excuse d'avoir fait du mal aux elfes. Ariane lui dit qu'elle n'a pas besoin de ses excuses. Il pourrait les présenter à ceux qu'il a tués quand il les rencontrera. Avec ce dialogue calme, elle utilise son sort le plus puissant et brûle Fumba dans des flammes bleues jusqu'à ce qu'il ne reste même plus ses cendres. De l'autre côté, l'hydre traverse la forêt, écrasant les arbres comme s'ils étaient de l'herbe, et elle vise la ville avec son Hydra Blast quand Ark l'arrête avec son attaque Wyvern Slash. Attaque, mais ça n'a eu aucun effet sur l'hydre qui a tourné toutes ses têtes vers lui. Elle essaye de le mordre avec une force énorme, mais Ark esquive les attaques, puis utilise sa compétence coup de bouclier pour la déséquilibrer, et les têtes de l'hydre basculent l'une après l'autre. Ensuite, il se téléporte en l'air et attaque l'un de ses coups avec un mouvement de catch, et malgré cette attaque, le monstre est indemne. Elle attaque Ark avec 3 explosions d'hydre, et il esquive l'énorme explosion grâce à sa compétence marche dimensionnelle, pour se faire mordre par une tête. Puis, 3 autres têtes chargent une explosion hydro, et Ark réalise qu'elle sacrifiait une tête pour le tuer à coup sûr. Mais cela est tout à fait inutile, car son bouclier le protège de tout dommage, mais le monstre perd une tête. Ark descend, utilise la compétence ultime, jugement, avec toute sa puissance, et invoque une épée de foudre géante du ciel qui tranche 3 des têtes de l'hydre. Avec une seule tête restante, le monstre commence à régénérer celle qu'il a perdue, et Ark pense que cela était prévisible de la part d'une bête mythique. Alors, pour se donner un peu de distance, afin de préparer son coup de grâce, Ark se téléporte vers un autre rocher et décide d'utiliser une grande magie qu'il n'a jamais essayée auparavant. Elle allait être trop puissante et épuisante, et il ne pourrait l'utiliser que pendant une courte durée, mais cela devrait suffire à abattre l'hydre. Ark crée un cercle magique géant, et de toute sa puissance, il invoque le démon infernal, Ifrit. Alors que l'énorme démon de feu émerge, l'hydre est complètement guéri et se retrouve face à un adversaire de la même taille. Ils se précipitent l'un vers l'autre, et le démon lui brise la tête à main nue et lui écrase la mâchoire quand elle essaye d'utiliser le jet d'hydre. Il frappe et mord l'hydre, qui commence à s'enfuir après avoir été libérée du contrôle de Fumba et réalisant qu'elle est dépassée, mais Art saute sur elle depuis le ciel et la fait tournoyer par la queue de toutes ses forces avant de la lancer haut dans le ciel. Ensuite, il ordonne à Ifrit d'utiliser sa compétence ultime, Flamme et Lion, et avec un pilier de feu éclatant visible de l'autre bout du monde, l'hydre est réduite en cendres. Ariane et Chiyome sont choqués en voyant le combat entre 2 monstres géants, et au lever du soleil, Ark revient vers elle et leur dit qu'il est content qu'elle soit en sécurité. Elle l'interroge sur le géant démon de feu, et il leur répond que c'est un être invoqué d'une autre dimension, et qu'il rentrera chez lui dans 5 minutes. Bientôt, Ariane reçoit un message vocal de Denka, lui annonçant une nouvelle choquante mais bonne. La princesse Yuriana du royaume de Roden avait rencontré l'un des anciens des elfes, et elle a déclaré que leur royaume
prenait la responsabilité du non-respect du traité de paix par les humains et de l'enlèvement des elfes. Elle avait promis de rechercher les elfes disparus, mais il y avait une autre chose qu'elle avait réussi à faire accepter à l'Ancien. Elle expliqua à l'Ancien que les deux frères aînés qui avaient tenté de l'assassiner étaient soutenus par les empires de l'Est et de l'Ouest, tous deux des pays racistes, et pour empêcher que l'un d'eux ne devienne roi et n'aggrave les relations entre humains et elfes, elle voulait être la reine. Elle promit à l'ancien elfe que s'il la soutenait dans sa revendication du trône, elle se battrait à leur côté au cas où le Saint-Empire les envahirait. L'ancien accepta volontiers l'accord, et la princesse lui dit qu'ils devraient travailler ensemble pour construire un monde où humains et elfes coexistent pacifiquement. Malgré cette nouvelle immensément positive, Ariane est mécontente et traverse une crise, car son unique but dans la vie lui est retiré maintenant que les humains vont chercher les elfes kidnappés. Elle est surprise que les humains puissent même traiter les elfes de cette manière, et elle se souvient de ce que Karsi lui avait dit, et Ark a ajouté que le temps de la coexistence pacifique allait arriver plus tôt qu'il ne l'imaginait. Ariane répond que depuis qu'elle a rencontré Ark, il semblait que le monde changeait autour de lui, et il en rit. Il dit que maintenant que la grande mission est terminée, il va reprendre une vie tranquille, et aucune des filles ne le croit. Pour plaisanter, il enlève son casque, et la pauvre Chiyome, qui n'avait même pas été prévenue, est terrifiée. Il se cache derrière un arbre et ne sort pas, même quand Ariane explique toute l'histoire de la malédiction. Puis elle dit à Ark de venir chez elle, et après un petit repos, ils iraient ensemble à la couronne du Seigneur, où il pourrait briser sa malédiction. Et il pense que ce serait le mieux. Donc, le voyage qu'Ark a entrepris pour mener une vie tranquille a fini comme ça, et avec tous ses amis, il espère que ça continuera d'être aussi amusant que ça l'a été. Il n'a toujours aucune idée de pourquoi il a été envoyé dans ce monde, mais il s'en fiche tant qu'il peut profiter de sa vie de squelette pendant qu'il est là.